Clémentine Autain, députée La France Insoumise, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. La cellule investigation de France Info a étudié avec attention la masse des documents qui retracent le financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, des documents qui sont disponibles aujourd'hui puisque la Commission nationale des comptes de campagne a fini de les examiner et les met à la disposition de ceux qui veulent les regarder. Le produit de cette enquête peut être consulté sur franceinfo.fr et il apparaît que Emmanuel Macron, en tant que candidat à la présidence de la République, a bénéficié, ce qui semble contraire à la loi, de remises, de ristournes de la part d'entreprises dans des locations de salles par exemple. Et c'est Sylvain Tronchet, l'un des auteurs de cette enquête pour France Info, qui synthétise quelques-unes de ce qui peut apparaître comme des irrégularités de la campagne d'Emmanuel Macron. Le 8 mars 2017, Emmanuel Macron est en meeting au Théâtre Antoine à Paris. À la fin de la soirée, son épouse Brigitte monte sur la scène et remercie très chaleureusement le propriétaire des lieux. Merci aussi Jean-Marc Dumonté, je ne sais pas où est Jean-Marc, qui nous a accueillis dans ce théâtre. 3 000 € tout rond la soirée selon les factures que nous avons consultées. Emmanuel Macron aurait donc bénéficié de 75% de ristournes. Une autre salle parisienne, la Bellevilloise, nous avons découvert que lorsqu'Emmanuel Macron y est allé, il a payé à prestations égales 4 fois moins cher que le candidat socialiste Benoît Hamon. Donc, ce sont une analyse des révélations de cette cellule d'investigation qui font apparaître que peut-être la campagne d'Emmanuel Macron n'a pas été financée dans des conditions qui sont correctes. Quelle réaction cela entraîne chez vous, Clémentine Autain ? D'abord, je voudrais saluer le travail journalistique qui me fait penser qu'on a décidément besoin de ce travail journalistique dans une démocratie vivante qui a été faite d'abord par Mediapart et par vos soins. J'ai lu attentivement les révélations, ce qui sort aussi de ce qu'on appelle maintenant le Macron Leaks, c'est-à-dire des mails qui ont fuité et sur lesquels on peut se baser pour avoir des informations qui sont révoltantes. Sincèrement révoltantes. Pourquoi le sont-elles ? D'abord parce que les faits qui sont révélés sont interdits par la loi. Et ils sont interdits au nom d'une égalité de traitement, qui est un gage nécessaire pour que les candidatures puissent être, avoir... que la compétition puisse être relativement égalitaire. Qu'elle puisse être égale. Sinon, ce sont toujours les puissants, ceux qui ont un bon carnet d'adresses, qui vont bénéficier de soutien, et d'ailleurs c'est déjà quand même le cas, même dans le cadre légal actuel, et qui donc vont être avantagés dans la compétition électorale. Donc les faits révélés sont graves, et je constate que pour des faits dont je n'ai aucune information précise, mais qui concernent la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui ne sont pas comparables en termes de gravité, mais le parquet a été saisi. Le parquet a été... Enquête préliminaire pour vérification. Donc ce que je ne comprends pas, c'est comment la Commission nationale des comptes de campagne a-t-elle pu laisser filer ces informations et deuxièmement, pourquoi le parquet n'est pas aujourd'hui saisi. Donc c'est une affaire d'État qui est complétée par un élément que je vous livre, puisque le Parisien vient de révéler que le président de la Commission nationale des comptes de campagne, M. François Laugereau, a, par décret, le 30 mai dernier, vu son salaire augmenter, tenez-vous bien, de 57%. C'est-à-dire qu'il est passé de 4 500 € à 7 000 € avec une prime annuelle de 9 000 €, et ceci par décret du 30 mai. Est-ce que c'est pour remerciement pour avoir bien protégé le président de la République et le pouvoir en place? Et moi, ce qui me frappe... C'est une accusation assez grave que vous formulez. Écoutez, en tout cas, c'est une interrogation. L'augmentation de salaire est liée à la manière dont les comptes ont été analysés. C'est ce que vous suggérez. On peut en tout cas se poser la question. Et j'espère qu'une enquête va être ouverte et que la justice va se saisir des éléments qui sont graves, qui sont des infractions à la loi. Et le président de la République et toute la Macronie qui est prompte à aller traquer demain les chômeurs pour fraude ou qui n'auraient pas payé je ne sais quoi, est aujourd'hui devant des accusations qui sont des accusations extrêmement graves. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans l'histoire française, d'abord, la tolérance sociale n'est plus celle d'hier vis-à-vis de ces petits arrangements entre amis. Ce n'est plus vrai. Et je crois que la société avance et c'est une bonne chose. Mais dans le même temps, je constate que quand on gagne, d'une certaine manière, c'est plus si grave. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il a commencé à avoir des ennuis judiciaires à partir du moment où il a perdu. Mais s'il gagne, c'est comme si on effaçait l'ardoise. Alors que quand on gagne en ayant sur des bases qui sont des bases tronquées,
d'une certaine manière, il faudrait pouvoir revoir les choses. On le voit pour des députés, des élections sont invalidées. Ce serait aussi logique de pouvoir le penser pour un président de la République. On vante beaucoup la démocratie dans les pays du Nord. Dans les pays du Nord, moi j'ai vu des ministres qui démissionnent parce qu'une facture de 100 €, ils l'ont payée avec la carte du ministère et pas avec la bonne carte. Alors, là, on est sur des sommes qui n'ont rien à voir et qui sont inadmissibles. La mutualité, j'ajoute... Attendez, pour reprendre quelques-uns des éléments que vous avez évoqués, Clémentine Autain, il faut signaler que François Logereau fait une conférence de presse ce matin, puisque apparemment la Commission nationale des comptes de campagne a examiné tous les comptes, et donc il y a un point général. Donc il aura l'occasion, je pense, puisqu'il sera questionné, j'imagine, de s'expliquer sur... D'expliquer ce qui vaut une augmentation de 57%, ça fait rêver beaucoup de Français, vous savez. Voilà, alors François Logereau est le président, bien sûr, de la Commission nationale des comptes de campagne. D'autre part, il faut reconnaître que le système n'est quand même pas si mal fait, puisque tous les documents sont à disposition, notamment des journalistes qui veulent les expertiser. Alors, ça prend beaucoup de temps, il faut prendre ce temps. Ça a été fait avec les comptes de campagne de tous les candidats. Oui. Certains candidats ont critiqué violemment des journalistes qui s'étaient livrés à cet exercice après que la Commission nationale des comptes de campagne les ait mis à leur disposition. Je ne citerai pas les candidats qui ont critiqué violemment les journalistes, mais enfin, si les gens de la mémoire y retrouveront bien le nom des candidats, et donc ça nous permettra de réfléchir tous ensemble au financement des campagnes, parce que si beaucoup de candidats détournent d'une manière ou d'une autre les modes de financement des campagnes, il faut peut-être s'interroger sur la nécessité même de les encadrer. Non, il faut les encadrer. Je vous ai entendu tout à l'heure évoquer l'hypothèse d'arrêter d'encadrer. Si on arrête d'encadrer, on devient les surfacturations, dans des démocraties... les cadeaux des entreprises. Beaucoup de gens détournent les règles de financement. Alors donc, parce que les règles ne sont pas appliquées, on va supprimer les règles. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On doit se donner les moyens d'appliquer les règles. On doit se donner les moyens d'appliquer les règles. Moi, je ne sais pas... Elles sont facilement contournables. C'est ça qui est frappant. Pratique aussi. Visiblement pas tant que ça, puisque avec les éléments qui vous sont livrés, qui sont publics, vous avez réussi à remonter des choses. Mais la Commission a validé. Bien sûr que la Commission... Mais c'est un des problèmes. C'est ça qui est... L'indépendance de la Commission fait partie de la question qui nous est posée. Mais je ne crois pas qu'il faille... Vous avez un doute sur l'indépendance de cette Commission? Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'il faille renoncer à des règles si elles sont justes pour la démocratie et pour le traitement à égalité des candidats, au nom du fait qu'elles ne sont pas respectées. Bon, il faut que ces règles soient respectées. Et j'insiste, puisque vous parlez de la différence entre les candidats, ce qui peut nous mettre en colère, c'est que moi, la petite musique que j'ai entendue, c'est le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures dans l'ampleur. C'est pas du fait des journalistes, hein. L'ampleur. C'est peut-être du fait de la justice, mais pas des journalistes. Il y a l'ampleur. Le compte qui a été le premier épluché est celui de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Bon, ensuite, on s'est intéressé à celui d'Emmanuel Macron. Voilà. Une enquête préliminaire est ouverte pour ce qui concerne les comptes de Jean-Luc Mélenchon, et les faits qui sont reprochés ne sont pas du tout de même nature et de même ampleur. Peu importe. Oui, j'entends bien, mais enfin pas tout à fait peu importe, si je puis me permettre. Quelqu'un que je ne nommerai pas présenterait des excuses aux journalistes qu'il a insultés pour s'être occupé de son compte de campagne serait les bienvenus, mais je dis ça, bien sûr, je dis rien. Et des journalistes présenteront eux aussi leurs excuses. Le moment venu, oui. Bref. Voilà. Vous restez avec nous, Clémentine Autain, il est 8h41. L'essentiel de l'info, David Doba. À Paris, Strasbourg, La Rochelle, Rennes ou encore Lyon, mobilisation des apiculteurs aujourd'hui. Depuis l'apparition des néonicotinoïdes, ils doivent faire face à une explosion du taux de mortalité. Ils réclament une mesure de soutien exceptionnelle. Les députés débattent d'une proposition de loi à La République En Marche destinée à lutter contre la manipulation de l'information. Le texte vise notamment à permettre à la justice de faire cesser en référé la diffusion de fake news durant les campagnes électorales. Un plan machiavélique au mobile flou, déclaration du procureur de Reims. 2 adolescents de 17 ans mis en examen pour assassinat dans l'affaire du meurtre de Kevin. C'était samedi dans un parc de Mourmelon-le-Grand dans la Marne. Et puis la tradition respectée, à Roland-Garros, la pluie a joué les troubles fêtes hier soir. Quart de finale interrompu alors que Nadal était malmené par l'Argentin Diego Schwartzmann. Il avait perdu le premier set, était mené dans le deuxième. Suite également de la rencontre entre Sitch et Del Potro aujourd'hui. Et puis dans le tableau féminin, place aux demi-finales avec à partir de 15h Kayes contre Stephens et Alep contre Muguruza. France Info. Clémentine Autain, députée La France Insoumise, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Donc nous avons parlé avec vous, Clémentine Autain, des comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Oui, si vous me permettez de préciser pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, il me semble que ce qu'il a critiqué, ce ne sont pas les documents tels qu'ils ont été fournis par la Commission, mais les interprétations sur la base d'informations qui parfois étaient inexactes par un rapporteur qui a été démissionnaire. Donc faisons aussi attention parce que la petite musique qu'on peut entendre, il y a un côté tous
pourri. Là, le sujet d'aujourd'hui, il est qu'il y a une affaire d'État qui est sur la table et que nous demandons aujourd'hui des comptes. Pour quelques milliers d'euros, Clémentine Autain, mais c'est on pas parle quelques d'affaires milliers. d'État. Vous plaisantez ? C'est pas quelques milliers d'euros. Vous avez quel chiffre, vous ? J'ai pas fait le calcul, mais quand on commence à... Parce que tout à l'heure, vous avez cité 2 salles, 8 000 mais il y en a euros d'autres. pour 8 000 euros éventuellement de d'écart à que Bobino, 8 000 au Théâtre Antoine. Non, c'est plus que ça. Faites le total. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas que 000, ça, parce qu'il y a les autres affaires qui avaient été révélées. Par rapport sur au budget aussi global les dons. de la campagne. Oui, mais même, on fera le compte au bout du bout, mais il y a aussi la question des donations qui ont pu dépasser le plafond. Et ce n'est pas simplement lié aux salles, même si, par exemple, pour la mutualité, j'en ajoute encore une autre, ils ont payé 30 000 euros de plus que Macron, les Républicains. 37 000 euros de plus. On renvoie les auditeurs et les téléspectateurs de France Info à la lecture du papier très détaillé, très informatif. Je suis d'accord avec vous. Absolument. Il est très informatif. Voilà, donc sur le site franceinfo.fr, on peut voir tout ça. Les commentaires ont été faits. Je rajouterai un dernier, mais ce n'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais les journalistes font leur travail. Et je pense qu'ils l'ont tout le temps fait. Parfois, certains disent c'est très bien, puis parfois les mêmes disent c'est scandaleux. Voilà. Et là aussi, il y a un 2 poids 2 mesures dont il faut se départir. Et ce n'est pas forcément vous que je vise, mais je crois que vous le savez. On peut passer à l'actualité. Voilà, passons à autre chose et saluons le journalisme d'investigation. Je suis heureux de vous l'entendre dire. La réforme de la SNCF poursuit son chemin. Le Sénat l'a voté. Une commission parlementaire mixte composée de sénateurs et de députés se saisira une dernière fois du texte la semaine prochaine. Et on peut penser que cette réforme, elle va entrer dans les faits. Et que donc lutter contre elle n'a plus beaucoup de sens ni d'objet. Qu'en pensez-vous ? Je pense que cette mobilisation aujourd'hui, qui d'ailleurs rassemble un front syndical uni, avec des journées de grève qui se sont enchaînées. Il y a certains cheminots qui ont perdu quasiment un mois de salaire dans cette affaire. C'est une bataille qui est juste sur le fond, parce qu'elle vise à s'en prendre à des logiques qui n'ont pas marché ailleurs, parce que le nouveau monde d'Emmanuel Macron, pour ce qui concerne la SNCF, c'est quand même le vieux monde d'hier de Margaret Thatcher. Donc c'est des solutions dont on sait qu'elles mènent dans le mur, et je crois que les cheminots qui se battent pour un service public de qualité, contre la logique de concurrence, contre la casse des statuts, parce qu'on va commencer par les cheminots, mais si vous croyez qu'on va s'arrêter là... Mais est-ce qu'il faut continuer ? C'est sans fin. C'est ça la question. À quoi ça sert de continuer ? D'abord, il y a des éléments qu'on peut gagner. Sans doute que cette bataille n'a pas été suffisamment puissante dans le pays pour permettre le recul total du gouvernement sur cette réforme. C'est malheureux. Et sur quoi vous espérez ? C'est dommage. La stratégie n'était peut-être pas la bonne, cette grève qui a surpris. Moi, je vais vous dire sur la stratégie... La grève en pointillé. Regardez 68. Quand ça prend... Et quand ça prend de masse, la plus grande grève générale de l'histoire de France. Vous croyez sincèrement que c'est lié à une bonne idée stratégique des centrales syndicales ou de je ne sais qui ? C'est qu'à un moment donné, ça cristallise. Et on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Alors parfois, on peut avoir des choses qui se cristallisent et effectivement, l'encadrement est si mauvais où il y a des décisions, des divisions qui empêchent que ça pousse plus fort. Mais là, je ne crois pas que ce soit précisément le cas. À quoi sert la poursuite de la grève à la SNCF alors que le texte... De gagner d'autres choses. On a déjà gagné des choses d'ailleurs, monsieur Apathy. Vous avez remarqué que sur la question de la reprise de la dette par l'État, on avance. Je ne dis pas que c'est totalement gagné, mais un amendement sur l'incessibilité des parts de l'État, deuxième exemple, que nous avions déposé à l'Assemblée, qui avait été, vous a été refusé, est en train de revenir sur la table. Il a Donc, été deuxième élément, reprise de la dette, incessibilité, des enjeux autour du statut, mais en tout cas des droits pour les cheminots. Il y a à négocier. Donc la lutte n'aura pas mené à rien. Est-ce qu'il faut Elle aura mené à gagner SNCF des éléments. Est-ce qu'il faut poursuivre ? Connaissez-vous un autre moyen pour gagner des choses ? Mais qu'est-ce que vous cherchez à gagner maintenant ? Je suis en train Parce de que vous dire. Vous vouliez le retrait du projet de loi, ça vous l'aurez pas. Oui, mais je suis en train de vous donner des exemples précis de ce qu'on peut continuer à gagner. Sur les 3 points les plus importants, qui étaient le changement de statut de la SNCF, la fin de l'embauche de statut avec le statut de cheminot. La fin du statut, bien sûr. En 2020, je suis en train d'oublier le 3e, mais ça va me revenir. La dette, mais oui, la dette c'est fait. Donc ça c'est fait, c'est réglé tout ça. Donc pourquoi continuer la grève ? Non, mais si vous comprenez que la question se pose ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on va par là, ça veut dire que la grève ne sert décidément à rien. Et je pense que du côté du pouvoir en place... Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'elle a servi. Il faut continuer la grève. Il faut continuer parce que une négociation risque de s'ouvrir là quand même. Et que donc, il y a des éléments à gagner concrètement. Il n'y a pas un côté jusqu'au boutiste dans le raisonnement ? Non, je pense qu'il y a la volonté d'amoindrir les reculs
qui sont à l'œuvre aujourd'hui avec cette réforme. Il faut et continuer... ça, c'est malheureusement un dernier enjeu. J'aurais préféré des mouvements de masse de toute la société qui permettent de mettre un coup d'arrêt. Mais vous savez, faites attention, parce que c'est pas parce que ce mouvement-là n'a pas totalement gagné que Macron aurait marqué le point. Moi, je constate que globalement, aujourd'hui, Macron est en train de reculer dans les têtes, et d'ailleurs toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il est associé au président des riches, que les Français estiment qu'il n'est pas le président qui garantit la justice sociale, bien au contraire, et je crois que les masques sont en train de tomber aussi sur les libertés publiques et son rapport à la démocratie qui est pour le moins incertain. La façon dont il traite le Parlement est tout à fait révoltant, et le rythme effréné, et le mépris, les ordonnances, la façon dont il nous traite est un problème, mais aussi les mots qu'on a entendus de grand mépris à l'égard de celles et ceux qui veulent contester. Une démocratie n'est debout qu'à la condition du respect du droit de grève et du respect de la contestation et des oppositions politiques. Et notre régime, aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment très malmené. On parlait de la nécessité ou pas de poursuivre la grève de la SNCF. Vous dites oui. On note qu'un aspect singulier dans cette grève est en train de se pointer, c'est les jeunes lycéens qui vont passer le baccalauréat. Et la direction de la SNCF essaie de dire nous ferons tout ce que nous pouvons pour la semaine du 18 juin, faire en sorte que tous ceux qui doivent se rendre dans des centres d'examen puissent le faire avec le train. On écoute Alain Krakowicz, qui est responsable de la SNCF en Île-de-France. Ce qu'on a fait sur les jours de grève, c'est qu'on a d'abord travaillé en anticipation avec le rectorat pour cibler les trains. Ce qui est très important, c'est de déterminer quels sont les trains qui vont acheminer les candidats avant 8 heures dans les différents centres d'examen. Et notre objectif, c'est d'abord de les garantir. Donc on a notre plan de transport qui a été établi à l'avance. Ce qu'on veut, c'est rassurer et garantir encore plus ces trains qui vont être susceptibles d'acheminer des candidats. Et l'UNSA et la CFDT disent oui, peut-être que pour le bac, on ferait bien de suspendre la grève. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a un problème gravissime avec Parcoursup. Je vous parle de... Est-ce qu'il faut suspendre la grève pour permettre aux bacheliers d'aller dans les centres d'examen ? D'abord. Après, on va parler de Parcoursup. Oui, mais c'est pas totalement sans lien. C'est pas totalement sans lien, si vous voulez. Parce que, non, mais c'est pas totalement sans lien, parce qu'on a eu toute une polémique autour du fait que l'enjeu majeur, souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui expliquait qu'il ne fallait pas des examens en chocolat, que tous les élèves devaient passer leur bac. Bon, donc, il a raison, il ne faut pas des examens en chocolat. Non, il a raison. Non, mais vous voyez un peu l'expression très paternaliste. Dans un moment, et c'est pour ça que je veux venir au cœur du sujet qui intéresse la jeunesse aujourd'hui, et notamment ceux qui passent le bac, c'est Parcoursup. Parce que moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis, et malheureusement, aujourd'hui, il y a des lycéens qui se demandent s'ils vont aller passer le bac parce qu'ils se demandent à quoi ça sert. La réalité de Parcoursup, c'est qu'aujourd'hui, on a, au 8 juin, l'année dernière, on avait 80% des lycéens de terminale qui étaient affectés. D'accord ? Et il y avait les 3/5e qui avaient la moitié qui avaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on en a 75% seulement qui ont une réponse et seulement 3/5e qui ont ce qu'ils veulent. Donc, c'est-à-dire qu'on a moins de jeunes qui obtiennent ce qu'ils avaient choisi, ce qui, en termes d'échec potentiel, est, à mon avis, un grave problème, et surtout des inégalités territoriales, et donc sociales aussi, qui se révèlent. Lycée Jean Rostand à Villepinte, un seul exemple. 40% n'ont aucune proposition, contre 75% national. Vous allez détailler ce que vous appelez les inégalités, donc notamment en Seine-Saint-Denis, après peut-être une petite pause. Oui, 8h51, l'essentiel de l'info, David Doba. 3 000 € contre 13 000 habituellement, des salles payées 4 fois moins cher que Benoît Hamon. Emmanuel Macron a bénéficié d'importantes ristournes de la part d'entreprises lors de la campagne présidentielle. Parmi les personnes qui ont aidé le chef de l'État, Jean-Marc Dumontet, propriétaire de Bobino, bien encore du théâtre Antoine. Des réductions qui ont échappé à la vigilance de la commission des comptes de campagne qui n'y voit d'ailleurs aucun problème. Conclusion d'une enquête de la cellule d'investigation de France Info. Tariq Ramadan confirme avoir eu 5 liaisons extra-conjugales. Information de France Inter. L'islamologue se dit même harcelé par les femmes. S'il confirme une relation avec la 3e plaignante, il nie en revanche les accusations des 2 premières. Jour J en Espagne, le gouvernement pro-européen et majoritairement féminin d'ailleurs du socialiste Pedro Sánchez doit prêter serment devant le roi Felipe VI. Un gouvernement dont les pouvoirs sont fortement limités. Le PS ne dispose que de 84 députés sur 350. Et puis Fuego continue de faire des victimes. Le bilan de l'éruption volcanique au Guatemala fait désormais état d'une centaine de morts. 200 personnes encore et toujours portées disparues. Il s'agit de la plus violente éruption depuis maintenant 40 ans.
France Info. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Vous vouliez évoquer, Clémentine Autain, une inégalité territoriale dans le traitement des dossiers des lycéens avec Parcoursup. Oui, parce que on nous a expliqué que voilà, ça allait bien fonctionner, que grâce à Parcoursup, tout le monde allait être bien aiguillé. Le problème, c'est qu'on constate une immense inégalité sociale et territoriale, les deux étant terriblement liés. Donc, ce qui est en train de préparer ce gouvernement, c'est d'une certaine manière un écrémage et des handicaps supplémentaires pour des populations qui viennent de territoires qui sont des territoires, je pense à la Seine-Saint-Denis parce que j'en suis élue et que c'est emblématique, comme on l'a vu avec le rapport parlementaire qui a été remis il y a des jours, et il y a de quoi pousser un cri de colère maximale, parce que c'est dans tous les domaines que nous sommes sans cesse davantage stigmatisés et empêchés. Et la jeunesse aujourd'hui est empêchée. Le logiciel stigmatise oui, mais c'est pas une histoire de oui, parce que vous avez lycées. Oui, bien sûr. Je vous parlais de ce lycée Jean Rostand avec les 40% qui n'ont aucune proposition, mais c'est vrai dans plein de lycées de la Seine-Saint-Denis. Et la classe STI, je donne une classe de STI, on a simplement 6 élèves sur 20 qui ont aujourd'hui une proposition. Et l'autre jour, je m'amusais, je voyais un reportage sur BFM qui montrait des lycéens qui étaient mobilisés. Et le commentaire, c'était « La banlieue fait part de son sentiment d'inégalité ». Monsieur Apathy, ce n'est pas un sentiment d'inégalité, c'est une réalité qui est creusée par des politiques d'austérité qui s'abattent d'autant plus sur des territoires populaires. Oui, mais je vous parle de Parcoursup le logiciel précisément. Fait en sorte de... Mais ce n'est pas qu'un logiciel, vous savez qu'il y a une ségrégation. Vous savez que ce n'est pas simplement un logiciel. En plus, je peux vraiment témoigner de près, parce que je vis avec un enseignant qui a passé beaucoup d'heures justement à traiter des dossiers, où il y avait une place, il avait des tonnes de dossiers à traiter. Donc je l'ai vu faire très concrètement. Bon, et donc évidemment qu'avec ce système de traitement, où vous avez moins de place, parce que c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est que l'État n'a pas été capable d'anticiper le baby-boom des années 2000, son impact sur l'enseignement supérieur. Et que donc, on a un problème de place. Et au lieu de dire « créons des universités », comme moi je le propose par exemple au nord de la Seine-Saint-Denis, là où je suis au nord-est de la Seine-Saint-Denis, parce qu'on a un énorme bassin d'emploi qui est Roissy, nous avons une jeunesse nombreuse et la première université à la ronde, elle est très loin. Et je pense précisément que d'avoir une université là, près de chez soi, c'est une manière aussi d'inciter les jeunes et de leur dire « c'est pas aller ailleurs, c'est chez nous aussi ». Au lieu d'investir dans ces universités, on dit bon, on n'a pas de place, alors on va sélectionner. Et quand vous sélectionnez, vous vous rendez compte que si vous sélectionnez avant le baccalauréat, avant même le baccalauréat, ça veut dire que vous allez sélectionner en fonction du lycée de départ, des notations, etc. Et ça, c'est discriminant pour certains publics, c'est grave. Et je ne vous parle pas socialement, je donne un dernier élément. Oui. Un dernier élément, le problème aussi, il est qu'il y a 15 jours, il fallait faire ces demandes de logement étudiant. Comment vous faites quand vous êtes sans le sou et que vous devez vous occuper d'un étudiant pour le mois de septembre, savoir où il va loger quand il n'a pas d'affectation. On a un système qui marche sur la tête et qui est profondément inégalitaire. C'était votre critique de Parcoursup. Est-ce que vous m'autorisez à revenir à ma question d'origine ? Est-ce qu'il faut suspendre la grève pour permettre aux bacheliers de passer le bac ? Mais est-ce qu'il faut suspendre la grève ? Vous voulez opposer les grévistes, vous savez... non, moi je veux rien. Je peux vous faire réécouter, si vous voulez, le son du directeur de la SNCF qui dit « Nous essaierons de prendre des dispositions pour que tous les bacheliers qui souhaitent prendre le train ou le RER puissent aller à leur centre d'examen. » J'entends bien. Est-ce qu'il faut suspendre la grève ? Je vais vous répondre, monsieur Apathy, c'est deux choses. D'abord, c'est que, idéalement, si on pouvait donner des réponses positives aux grévistes de la SNCF et par ailleurs aux bacheliers sur Parcoursup, on éviterait qu'il y ait la grève et ce type de problème. Donc je ne veux pas qu'on oppose les grévistes de la SNCF aux lycéens. Après, vous avez entendu ce qu'il a dit, c'est que les cheminots sont des gens responsables, ils n'ont pas envie de pénaliser la jeunesse de ce pays. Donc le mieux, ce serait de suspendre la grève dans la semaine du 18 au 25 juin. C'est pas moi qui vais décider, c'est pour ça que je ne veux pas répondre à votre question. Ce sont les cheminots qui vont décider. Mais est-ce que vous souhaitez et je pense que ce sont les cheminots qui vont décider. Je ne veux pas opposer les grévistes aux lycéens. Je pense que tout le monde essaie de se battre. Bon, je pense aussi aux lycéens qui sont mobilisés en ce moment, essaient de se battre pour tirer la société vers l'eau. Donc je ne veux pas les opposer. Vous encouragez les grévistes à faire grève ? Non, je les crois responsables. C'est pas que vous décidez à leur place, mais vous avez une expression les concernant, mais dans l'autre sens, vous ne voulez pas en parler. Je vous dis que je les crois responsables et qu'ils prendront la meilleure des décisions. Et si le conflit n'est pas terminé à la fin du mois de juin, vous pourriez me poser la question, est-ce que le gouvernement, vous auriez pu me dire, mais est-ce que le gouvernement ne devrait pas donner satisfaction aux grévistes de telle sorte qu'on n'ait plus de problème au moment de passer le bac ? Vous voyez, ça aurait été une belle question. C'est pour ça qu'on ne vous la pose pas comme ça. On continue en juillet et en août ou pas ?
C'est aux grévistes de décider. Non, mais c'est pas moi qui décide de la grève à la SNCF. Donc, vous le souhaitez, vous le souhaitez pas Je souhaite que le gouvernement donne satisfaction de telle sorte qu'il n'y ait plus cette grève-là et qu'on puisse mobiliser, pas simplement en contre, mais se mobiliser aussi pour avoir de nouvelles conquêtes sociales. Et ça nous ferait vraiment du bien d'arrêter d'être simplement défensif face aux coups qu'on nous porte et d'essayer d'être davantage offensif pour avoir enfin un horizon qui soit un horizon de conquête sociale et pas simplement de régression. Maurice Thorez, mais c'est vu, il disait il faut savoir arrêter une grève. Bon, enfin. Est-ce que je peux signaler aux auditeurs et aux téléspectateurs votre livre, Clémentine Autain, notre Liberté contre leur libéralisme, 1968-2018, et c'est aux éditions du CERF. Et donc, c'est signé par Clémentine Autain. Vous êtes collègue de livres sur mai 68. Oui, nous n'avons pas les mêmes champs d'observation, mais nous sommes collègues. Merci beaucoup, Clémentine Autain. Très bonne journée à vous. Merci.